Une exposition passionnante met en lumière les échanges féconds entre les peintres hollandais et les peintres français de la fin du XVIIIe à l'orée du XXe siècle. 115 œuvres empruntées aux plus grands musées des Pays-Bas, et notamment au musée Van Gogh d'Amsterdam, sont présentées au Petit Palais. Sabrine Kasbaoui est partie sur les traces des Hollandais à Paris. 19e siècle, Paris détrône Rome et devient la capitale des arts. Parmi les Américains, Anglais, Italiens ou Espagnols qui participent à l'effervescence culturelle de la ville, les Hollandais sont les plus nombreux. Ils sont près d'1 millier à faire le voyage. Le Petit Palais à Paris consacre une grande exposition à ces Néerlandais globetrotters dont certains vont devenir des stars de l'histoire de l'art. Vincent Van Gogh, Piet Mondrian ou encore Kees van Dongen. Une occasion de comprendre leur fascination pour la ville lumière et comment ce voyage a bouleversé leur création. C'est un endroit où on peut découvrir le travail d'autres artistes. On peut aussi découvrir davantage d'art ancien dans les musées qui sont beaucoup plus riches à ce moment-là. C'est un endroit où on peut exposer, au salon, dans les expositions universelles. Un endroit aussi ouvert à des enseignements très, très différents, à l'école des beaux-arts, mais il y a aussi des ateliers pour les femmes. Il y a quantité de possibilités d'ouverture. Et c'est très excitant pour se libérer de la tradition très lourde du siècle d'or, du XVIIe siècle hollandais. À Paris, les artistes se côtoient dans les cafés de Montparnasse ou encore à Montmartre. Et c'est justement au pied de la Butte, chez son frère Théo, que Vincent Van Gogh va s'installer en 1886. Juste à côté, boulevard de Clichy, il s'inscrit dans un atelier pour parfaire sa formation. Il y fait les rencontres déterminantes des peintres Henri de Toulouse-Lautrec et d'Émile Bernard. Ce qui est étonnant, c'est qu'il découvre coup sur coup l'impressionnisme, qui modifie beaucoup sa touche. Il découvre aussi le post-impressionnisme. Vraiment, on voit de mois en mois sa palette s'éclaircir, devenir tout à fait violente. Vincent Van Gogh achète ses couleurs dans la célèbre boutique du Père Tanguy, un lieu bouillonnant où il peut échanger avec toute la contre-culture montmartroise. Plus loin du milieu de la bohème, il fait aussi ses gammes au Louvre. Il a une grande admiration pour l'œuvre de Delacroix qu'il copie, si bien qu'à Paris, il peut aussi bien voir la modernité plus immédiate des post-impressionnistes, l'art ancien, et en tirer cette synthèse qui lui est vraiment très, très personnelle. Et après, il apporte lui-même beaucoup à la peinture française, entre guillemets, parce que je pense que le fauvisme ou l'expressionnisme sans Van Gogh n'aurait pas pu avoir lieu. Les couleurs éclatantes du fauvisme, c'est exactement ce que va explorer un compatriote de Van Gogh, Kees van Dongen. Le peintre s'installe dans la capitale en 1899. La folle ambiance des cabarets montmartrois et la modernité des tout nouveaux éclairages électriques de la ville lui inspirent des œuvres débridées. En 1900, il y a une vraie fascination des artistes, évidemment, pour les éclairages, la ville lumière, l'électricité. On retrouve aussi bien chez Van Dongen que chez Van Sleuters ou d'autres artistes néerlandais cette fascination pour les lustres, les éclairages par en dessous de la scène, avec un côté un peu au départ de caricaturiste qui renforce les expressions, qui donne des tableaux très, très forts, qui illustrent cette vie un peu artificielle de cabaret de Paris, d'abord à Montmartre, ensuite à Montparnasse. Enfin, les célèbres salons parisiens attirent eux aussi les artistes. Il fait bon y être exposé, c'est ce que va faire l'un des pères de l'abstraction, Piet Mondrian, au Salon des Indépendants en 1911. Pour Mondrian, il est important évidemment d'exposer aussi en France. Il y côtoie la peinture cubiste, non seulement celle de Picasso et de Braque, qu'on présente également dans la salle, mais aussi le Fauconnier ou d'autres artistes qui l'inspirent. Et en même temps, il ne cherche pas à rencontrer les artistes. Mais ces œuvres l'aident à élaborer cette synthétisation qui aboutit à l'abstraction très particulière de Mondrian. Une période parisienne qui va encore radicaliser sa voie vers l'abstraction.
On voit véritablement comment le processus s'accélère, hein. D'abord de paysages, et puis de paysages avec des arbres, ensuite ces compositions avec des arbres, et puis finalement des compositions qui ont des numéros, hein, numéro 13, numéro 14. Dans celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que dans le haut, on retrouve encore un élément figuratif, un portique de signalétique ferroviaire. Il vit en bordure des voies de la gare Montparnasse, alors que dans le tableau suivant, tout a disparu. Une période parisienne pour ces artistes hollandais qui a non seulement bouleversé leurs œuvres, mais aussi toute l'histoire de l'art.